Bonjour Edgar, Bonjour Jeanne, et merci de me recevoir chez toi pour cet entretien à propos de ta carrière. c'est un plaisir. Donc Edgar, on va commencer depuis le début. La première question que je voudrais te poser, c'est tout simplement comment as-tu découvert la musique? J'ai découvert la musique relativement jeune, euh, relativement bébé, je pourrais même dire. J'avais 3 ans et demi. Et en fait, mon papa était antiquaire. Toute notre famille est parisienne depuis très longtemps, depuis plusieurs générations. Et puis, quand j'étais petit, je marchais avec lui dans les rues de Drouot, pour les connaisseurs. C'est un quartier voilà, d'antiquité où il y a notamment l'hôtel des Ventes de Drouot. Et puis, dans une des boutiques qu'on visitait, qui jonxe le quartier de Drouot, il y avait une petite fille qui prenait une leçon de violoncelle dans les sous-sols de cette boutique. Et étant très très hyperactif, bien entendu, pendant que mon père regardait des tableaux, etc., j'ai pas pu m'empêcher de descendre dans cette cave, dans ce sous-sol, pour aller écouter ce cours. J'entendais ce bruit, etc. Je te raconte ça, c'est des souvenirs qui sont forcément très lointains, donc c'est un mixte un peu entre quelques bribes de souvenirs et puis ce qu'on m'a raconté. Et puis voilà, je serais tombé donc assez vite amoureux du violoncelle euh, en découvrant cette petite fille qui prenait ce cours. Et parfois la vie, d'ailleurs très souvent la vie est en fait de rencontres. Cette première rencontre, moi, a commencé très tôt, puisque à 3 ans et demi, j'ai rencontré celui qui allait devenir mon premier professeur de violoncelle pendant 5 ans. En fait, mon papa est descendu du coup pour me chercher en disant: oh là là, mais que fait Edgar? Il est encore en train de courir partout. Et puis, il a vu que j'étais donc comme obnubilé par l'instrument. Et puis, donc, il a pris les coordonnées donc, de ce monsieur qui donnait cours, qui s'appelle Carlos Beris. Et quelques mois après, quand j'avais 4 ans, voyant mon insistance apparemment durant pas mal de petits déjeuners familiaux, il a fini par appeler donc ce monsieur, et ce monsieur est devenu mon premier professeur de violoncelle pendant 5 ans, ce qui est quand même pas rien, donc de 4 à 9 ans. Et avec la méthode Suzuki, donc qui est une méthode d'origine japonaise qui est basée sur un côté très ludique de l'apprentissage de l'instrument, qui est une méthode où on apprend un peu le solfège et l'instrument en question en même temps. Au début avec beaucoup de jeux, voilà, il y a ce côté vraiment très amusant pour les très jeunes enfants. C'est une méthode qui est à la base destinée justement pour des gens qui commencent la musique très tôt. Et j'ai eu la chance d'avoir ce monsieur, donc Carlos Beris, qui est un professeur assez extraordinaire, parce que quand je repense à mon parcours, je me rends compte à quel point effectivement le travail quand on est très jeune, les automatismes qu'on crée quand on est très jeune sont importants pour toute la suite de la vie en fait. Et à quel point l'importance d'un premier professeur est primordiale. Et dans mon cas, c'était une rencontre un peu hasardeuse en fait. Je viens pas d'une famille en fait à la base de musiciens. Mon père avait fait un peu de guitare électrique quand il était jeune, et ma mère avait fait peut-être un mois de piano euh, entre du tennis et du polo. C'est-à-dire que c'était une activité comme ça, mais il n'y avait absolument pas à l'époque de côté, ne serait-ce que mélomane dans la famille. Et donc, dans mon cas, ça a vraiment été une rencontre hasardeuse qui, je pense, a déterminé la suite de ma vie. Et du coup, ton père, même si il n'était pas mélomane, il n'était pas musicien, mais il était quand même dans les arts en étant antiquaire, et il y avait quand même une stimulation culturelle déjà dans ta famille. Une stimulation culturelle très importante. Ma mère aussi, elle était dans les lettres. Elle passait la grecque, elle avait fait une thèse, donc elle était professeure et traductrice d'hébreu. Donc voilà, lettres côté maman, et puis mon père, effectivement, passionné d'art. Mon père avait fait des études d'avocat, et il avait tout laissé tomber à quelques mois d'un examen très important. Je ne sais plus exactement si c'était l'examen du barreau, mais il avait tout laissé tomber pour, avec un ami, acheter, commencer à acheter des pièces d'art et commencer à les revendre. Et puis il y avait, au-delà du côté commercial, il y avait vraiment un amour de l'art pictural. Donc oui, bien sûr, une famille amoureuse des arts, j'ai envie de dire. Et puis en fait, qui est devenue très mélomane par la suite. C'est-à-dire que c'est assez marrant, mais dans beaucoup de familles, souvent, c'est les parents qui initient la musique et puis l'éducation musicale à leurs enfants, et la culture musicale à leurs enfants. Et loin de moi l'envie d'être prétentieux et de dire que j'ai, et puis avec mes frères et sœurs plus tard, nous avons initié nos parents, mais en tout cas, il y a eu une sorte de nouvelle passion dans la famille qui est née en fait un peu ce jour-là. C'est-à-dire que dans beaucoup de familles, en fait, d'ailleurs, c'est assez intéressant, mais je pense que
Les arts, ça dépend un petit peu des parcours familiaux les arts ne sont pas forcément tous au même plan. Il y a des familles de musiciens, puis il y a des familles de gens qui vont beaucoup au théâtre, mais qui ne connaissent pas grand-chose à la musique. Il y a des gens qui sont passionnés de littérature, mais qui ne connaissent pas grand-chose au reste. Et voilà. Et nous, c'était plutôt effectivement les arts picturaux, en règle générale, et la littérature. Et puis, avec cette rencontre notamment de Carlos Berris, de mon premier professeur de violoncelle, la musique est rentrée dans la famille, en fait. Et je pense d'ailleurs que mes parents sont devenus par la suite des vrais grands mélomanes de manière assez rapide et avec beaucoup d'intérêt. Donc tu es le premier de ta fratrie qui a commencé la musique. Exactement, je suis l'aîné. Et donc par la force des choses, je suis le premier de ma fratrie qui a commencé la musique. Mes frères et sœurs s'y sont mis tous après. Et pour le coup d'une manière un peu plus conventionnelle, c'est-à-dire comme la famille était devenue justement mélomane, et que apparemment j'avais un petit peu de talent pour le violoncelle et pour la musique, et ben en fait mes parents pour le coup ont fini par mettre mes frères et sœurs à la musique de manière un peu plus spontanée et organisée, j'ai envie de dire. Et d'ailleurs tous avec la méthode Suzuki, donc en fait voilà, tout a découlé un petit peu de cette première rencontre et ça a été je dirais une nouvelle histoire familiale écrite qui s'est jouée un petit peu ce jour-là, quoi. Le jour où je descends dans ce sous-sol, et bah, ça a changé un petit peu je dirais le cours de nos vies. Alors mes frères et sœurs n'étaient pas tous encore nés, mais même d'ailleurs, j'avais qu'une sœur à ce moment-là, parce qu'on a 6 ans de différence entre Raphaël, ma sœur violoniste, donc 2 ans de différence, David, un autre frère violoniste, 4 ans de différence, et puis Jérémy, frère pianiste, 6 ans de différence. Voilà. Comme tu te souviens très bien du cours de cette petite fille, est-ce que tu te souviens aussi bien de ton premier cours à toi ? Pas du tout. Pas du tout, mais j'ai quelques bribes de souvenirs. Les souvenirs sont mêlés avec ce qu'on nous a raconté, parce que forcément, j'ai la chance d'être encore en contact avec Carlos Berris, qui est quelqu'un de très, 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 très investi pour ses élèves en règle générale. Je donne d'ailleurs moi-même cours à un de ses derniers élèves, parce qu'il va bientôt partir à la retraite. Il a repéré un talent comme ça, et puis un jour il m'appelle et il me dit il faut que tu t'en occupes, etc. Donc c'est quelque chose, j'ai reconnu un petit peu le Carlos dont je me souvenais et puis dont on m'avait tant parlé. Mais je sais que j'ai été un élève d'abord assez turbulent. On m'a raconté par exemple que j'avais une fois, j'ai un peu honte de le raconter, hein, mais que j'avais cassé mon archet par terre en cours en m'énervant parce que j'arrivais pas à faire quelque chose. Et je dois dire qu'aujourd'hui, je respecte beaucoup les archers, le travail des archetiers, donc c'est pas quelque chose que je ferais. Mais bon, voilà, j'avais 4 ans, quoi. 4 ans et demi, donc... Je comprends, ça sortira pas de YouTube, t'inquiète. C'est vrai, bon, je te remercie, Jeanne, et j'espère qu'on me pardonnera. C'est pour ça que tu rates rien, en fait. C'est que sinon tu casses tes archers. Sinon, je casse mes archers. Je sais pas, c'est possible. Non, mais je crois que d'ailleurs, j'étais un peu, je dirais pas un cancre, mais... ma première année, d'après ce qu'on m'a raconté, n'a pas été... j'étais pas particulièrement brillant. J'étais plutôt l'élève turbulent. Donc, il y avait eu donc, cette passion qui était née, incroyable, ce coup de foudre. Et puis après, la première année a été apparemment un peu compliquée. Bon, je me désintéressais peut-être un petit peu de ces cours. Il faut savoir en fait qu'il y avait, dans la méthode Suzuki, je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui. Et puis je pense que ça dépend aussi beaucoup des pédagogues, parce que c'est une méthode qui est relativement libre, en tout cas, entre guillemets, le pédagogue qui s'occupe des étudiants, des élèves, peut aussi faire un petit peu sa sauce, mais nous, on avait beaucoup de cours collectifs, on alternait en fait des cours individuels et des cours collectifs. Et donc je me bagarrais avec mes copains, mes camarades, etc. Bon bref, j'étais un peu une sorte de cancre du violoncelle la première année. Et puis, je crois que ce qui a changé un petit peu les choses, c'est ma maman. J'ai beaucoup parlé de mon papa tout à l'heure, parce que la rencontre s'est faite avec lui, mais ma mère qui, d'un coup, s'est pris de passion pour m'accompagner. Parce que on parle beaucoup des professeurs, mais il faut aussi beaucoup parler des parents. Je pense que on ne fait rien sans une éducation, j'ai pas envie de dire une éducation parfaite, parce que ça n'existe pas. Et puis je pense que c'est toujours extrêmement compliqué et complexe de trouver la balance entre le fait de pousser son enfant à travailler et en même temps de ne pas le décourager, de ne pas le dégoûter de l'instrument. Et je pense que ma maman, notre maman d'ailleurs, si je parle du point de vue un petit peu de la fratrie, a trouvé, entre guillemets, la bonne balance. Et à partir de la deuxième année, effectivement, il y a eu une progression apparemment assez incroyable. Je vais être un peu dans la caricature, mais ma maman est devenue la vraie mère de musicien qui venait prendre des notes pendant les cours, etc. Et puis qui me faisait travailler à la maison, et puis qui était parfois sévère, parfois dur, mais en même temps
avec toujours beaucoup d'amour, ce qui a permis justement de trouver cette balance fine. Et donc, il y a eu effectivement une progression assez folle entre mes 5 ans et mes 9 ans. Parce qu'à 9 ans, je suis rentré en 3e cycle chez Xavier Guenepin au Conservatoire de Boulogne, ce qui est très jeune. Donc en fait, en 4 ans, j'ai fait des progrès assez, je pense, extraordinaires, quoi. C'est-à-dire que... Et en fait, je me souviens aussi que Carlos avait cette spécificité, comme il a décelé effectivement une facilité au niveau du violoncelle, de ma part, eh bien, il m'a fait lire énormément de répertoire. À 7 ans, je travaillais l'arpégione de Schubert. À 8 ans, je faisais concerto de Schumann, concerto de Dvorak, concerto d'Elgar. Alors sûrement très mal. Mais j'avais cet appétit pour le répertoire et mon professeur avait compris que j'étais un peu le type de profil à qui il fallait donner en fait ce répertoire, à qui il fallait continuer de transmettre cet amour de la musique. Et je pense qu'il a bien fait parce que j'ai développé effectivement une technique très 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 rapidement en très peu d'années et avec un parcours du coup très précoce. C'est très difficile de savoir si j'avais un esprit un peu, je vais utiliser un anglicisme, un peu geek du violoncelle. Je pense qu'il y avait un amour de la musique inconditionnel dans tous les cas. Et il y avait des choses très drôles. À 7 ans, j'ai commencé le piano. Et ça, je me souviens très bien. Ça, c'est pas quelque chose qu'on m'a raconté. Je me souviens d'un matin, je me lève au petit déjeuner, donc les fameux petits déjeuners familiaux. Et je dis à mes parents, j'avais 7 ans, je dis à mes parents, je veux faire du piano parce que je veux développer mon oreille harmonique. Et je me souviens très bien d'avoir commencé à réfléchir, de me dire, il me manque quelque chose en violoncelle, j'ai besoin de développer, de comprendre les harmonies, etc. Donc c'est pour ça que je dis, il y avait cet appétit musical et en même temps il y avait un côté un peu nerd, un peu geek, quoi, du gamin, effectivement, qui commence sûrement à prendre conscience de beaucoup de facilité digitale et musicale, mais qui a envie du coup d'aller tellement vite, enfin qui a un appétit en fait pour la connaissance. Et c'est vrai que quand j'y pense aujourd'hui, ça me fait sourire parce que je trouve ça très étrange, quoi, de se lever un matin à 7 ans et de vouloir faire du piano pour développer son oreille harmonique. Il y a quelque chose d'un peu particulier. Je pense que toute ma vie était centrée sur l'apprentissage du violoncelle et de la musique. Très tôt, mes parents m'ont inscrit pour compléter ma formation aussi pareil, je devais avoir 7 ou 8 ans, donc on parle seulement de 2 ans et demi après avoir commencé le violoncelle. Ils m'ont inscrit, on habitait dans le 16e arrondissement de Paris à cette époque-là, et ils m'ont inscrit en classe d'écriture à 8 ans. Donc j'avais des copains qu'on avait 17, et puis des cours de solfège, des vrais, parce que comme j'étais pas dans un conservatoire, et qu'il y avait bien sûr cette approche très ludique où on apprend un peu tout en même temps, mais j'ai commencé en fait à avoir des sortes de cours un petit peu de spécialité musicale pour parfaire un petit peu mon éducation musicale. Et je me souviens que ça me plaisait, quoi. C'était pas quelque chose qui... c'était pas des parents qui mettent une sorte de, je sais pas, de folie, de savoir dans les mains de leur enfant, sans se demander si ça leur plaît ou non, si ça lui plaît ou non. Moi, je me souviens que ça me plaisait et que je voulais en faire plus, quoi. J'étais comme ça. Je me souviens également de jouer, encore une fois, comme je faisais beaucoup de répertoire, de manière un peu approximative, mais que j'avais cette envie de découvrir vraiment plein de choses différentes, je mettais des disques dans le salon de Rostro qui joue des concertos, et je jouais par-dessus lui, quoi, pour jouer avec orchestre. Pareil dans les sonates. Donc je passais des soirées, parfois, très 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 jeune, à jouer avec les plus grands orchestres du monde dans mon salon. Et donc je pense que ça témoigne quand même un petit peu de ces deux aspects, quoi. Le côté vraiment un peu geek, du type qui veut du gamin qui veut être le plus fort le plus tôt possible, et en même temps d'un vrai amour de la musique parce que mine de rien tout ça c'était avec une envie d'apprendre et une envie de parfaire ses connaissances. Et donc à l'âge de 9 ans, ton premier professeur Carlos t'a envoyé à Boulogne, c'est ça? Exactement. Carlos, en plus d'être donc un professeur incroyable qui a su lire dans mon développement, eh bien, il avait aussi, on parle souvent parfois de certains professeurs qui ont du mal à lâcher des talents bruts, etc. Et c'est lui-même qui un jour a parlé à mes parents, a dit, bon, bah, je pense avoir fait ce que j'avais à faire avec Edgar, et il est temps pour lui qu'il continue d'apprendre avec quelqu'un d'autre, etc. Il m'a proposé 3 professeurs. Et donc, j'ai rencontré 3 professeurs importants de la scène musicale française, dont Xavier Guenepin, que j'ai rencontré donc ces 3 professeurs en cours particulier. Donc il y avait un petit côté recrutement, genre je décidais un petit peu de celui qui allait devenir mon prochain professeur de violoncelle. Mais je me souviens que mes parents aussi étaient très impliqués, qu'il y avait vraiment des discussions, alors qui
Et puis en fait, le coup de foudre a été effectivement pour Xavier Hennepain, ce qui n'était pas en plus facile au début parce que je crois que tu as travaillé aussi avec Xavier et j'ai vu ta magnifique interview de Xavier sur ta chaîne. Xavier, c'est quelqu'un qui ne différencie pas forcément, il ne va pas changer sa manière de s'exprimer face à un gamin de 9 ans ou face à quelqu'un de 23 ans. Et donc je me souviens d'un premier cours chez lui, avec ma maman qui m'avait accompagné, et Carlos d'ailleurs, qui s'occupait un petit peu de la transmission. Et je me souviens que j'avais pas compris grand-chose, parce que forcément, toujours quand il y a un changement comme ça un peu brutal, où d'un coup on a été un petit peu, alors bien sûr je parlais de tous ces cours d'analyse, etc., mais bon, j'étais face à des pédagogues qui s'adaptaient quand même très souvent à mon très jeune âge. 9 ans, c'est quand même pas... Quand je rencontre Xavier, je crois même que j'ai 8 ans et demi, parce que je suis rentré chez lui à 9 ans, mais je crois que la première rencontre, j'ai 8 ans et demi, donc 8 ans et demi, et je me souviens de Xavier qui me sort... qui me parle de kinésithérapie, qui me parle de placement, de choses, et de termes extrêmement techniques, qui me parle de musique comme il sait si bien le faire, qui me parle d'harmonie, qui me parle de chant intérieur, qui me parle de timing, qui me parle de tout ça. Et puis alors, moi, je suis complètement perdu, quoi. C'est-à-dire qu'on m'avait toujours parlé comme un petit garçon, et là, on me parlait comme je n'ai pas envie de dire comme un adulte, mais un peu, voilà, il y avait un petit peu ce côté-là. Mais je pense que d'ailleurs, ça a été très intéressant de ce changement. C'est-à-dire, ça m'a aussi beaucoup responsabilisé. Le fait de pouvoir passer, entre guillemets, du jeune prodige, extrêmement jeune et un peu enfant, à, j'ai pas envie de dire encore un ado, parce qu'à 8 ans et demi, on n'est pas un ado, mais en tout cas, il y a eu une sorte de transition comme ça qui s'est faite, où je suis quand même, malgré tout, même si j'avais pas tout compris, je suis tombé un peu amoureux de sa manière d'enseigner, du fait d'intellectualiser aussi plus. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que Xavier, il a une pédagogie, je pense, à la fois très intellectuelle et en même temps très instinctive. Il est à la fois sur les sensations, sur donc l'instinct, sur ce qu'on ressent, et en même temps, il est sur la compréhension, d'intégrer, que ce soit d'un point de vue de rythme, d'un point de vue d'harmonie, d'un point de vue de timbre, d'un point de vue sur plein de choses. Donc ça a été effectivement aussi, je suis resté après 5 ans chez Xavier, donc ça a été les 5 ans qu'on suivi les 5 ans avec Carlos Béris, et puis ça a été une vraie école de responsabilisation. D'un coup, Xavier a tout de suite dit d'ailleurs, la maman elle viendra pas à Boulogne, donc Edgar là il va devoir bosser seul, etc. Et dans le même temps, j'avais pris un cours, je me souviens aussi, une rencontre qui a été importante, un cours particulier avec Gary Hoffman, et qui avait dit la même chose, qui avait dit si maintenant pour qu'il décolle, il faut qu'il se responsabilise. J'avais 8 ans et demi quand même. Et ma mère a complètement accepté la chose, et moi aussi d'ailleurs, j'étais très content. C'est-à-dire que ça y est, maintenant il fallait que je comprenne les choses par moi-même. Et qu'il n'y avait plus personne pour... Et à partir de 8 ans et demi, 9 ans, j'ai plus jamais travaillé avec ma mère. J'ai travaillé seul, tout le temps. Et ça m'a forcé, je pense, ça a été un peu une école à la dure, mais du coup, ça m'a forcé à comprendre ce que Xavier, en l'occurrence, qui devenait du coup mon nouveau professeur, voulait me faire comprendre. Et je pense que ça a été un peu difficile peut-être les premiers mois, mais in fine, ça a été vraiment une vraie école de la vie. Puis on dirait que ça aussi nourrit ce désir d'indépendance, d'aller plus vite. Complètement. Et puis je suis resté dans cette lignée encore d'apprendre, dans cette voie que j'avais commencé à emprunter quelques années auparavant. Les cours d'écriture au Conservatoire du 16e sont devenus des cours particuliers d'harmonie au clavier avec Isabelle Duhat, qui est à la retraite au Conservatoire de Paris, mais qui était très 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 grande et qui l'est toujours, je crois qu'elle donne encore des cours particuliers. Une très très grande professeure d'harmonie au clavier, donc cette manière de justement, ce que je cherchais à 7 ans en allant au petit déjeuner, en voulant développer mon oreille harmonique, voilà, là je l'avais complètement. Dès que je découvrais le conservatoire, je découvrais le fait de commencer à faire un peu de musique de chambre, de jouer avec d'autres, parce que le parcours que j'avais eu jusqu'alors était extraordinaire d'un point de vue ludique, d'un point de vue instrumental, d'un point de vue digital, mais c'est vrai que c'était un parcours très solitaire en fait. Je ne savais pas encore ce que c'était que de faire de la musique à plusieurs. Première session d'orchestre, me retrouver, je me souviens encore, symphonie numéro 5 de Tchaïkovski, qui ne me quitte pas dans mes œuvres favorites, sûrement liées aussi déjà à cette œuvre qui est extraordinaire, mais aussi à ses souvenirs. D'un coup, je me retrouvais dans un pupitre de violoncelle, dans un orchestre de conservatoire, je découvrais ça, quoi. Je trouvais ça incroyable. Puis des premiers cours de musique de chambre, des cours de piano au Conservatoire de Boulogne aussi, où j'ai passé mon prix quasiment en même temps que mon prix de violoncelle. Le fait d'écouter d'autres cours, parce que Xavier organisait souvent ses cours comme ça, où il insistait pour je me souviens qu'on fonctionnait par groupe de 3, où en gros on avait notre cours, mais on devait aussi écouter les cours des autres, et donc pareil, pour la fin de ma vie, j'ai écouté des cours d'autres personnes, d'autres violoncellistes. Donc il y avait voilà, une sorte de changement, mais qui a été une
manière de compléter de manière assez incroyable le parcours, l'éducation musicale que j'avais eue jusqu'alors. Et alors, comment Xavier Gagnepin t'a amené au niveau supérieur en te suivant pendant 5 ans? Alors déjà en m'apprenant énormément de choses, je parlais tout à l'heure effectivement de son rapport au corps, de son rapport aux harmonies, de son rapport au rythme. Et d'ailleurs, je me rends compte, c'est toujours, on se rend compte quand on finit nous-mêmes par enseigner à quel point un professeur a été important, parce que quand on reprend beaucoup de thématiques, de manières de penser la musique, etc., de ce professeur, c'est que c'était quelqu'un qui a été important dans notre vie. Et en l'occurrence, c'est le cas complètement avec Xavier Guenepin. Il m'a très bien accompagné, il a fait aussi des choix, je pense, intéressants, parce que donc je suis rentré très jeune dans sa classe, j'avais 9 ans. Et c'est vrai que traditionnellement, on passait le concours du Conservatoire de Paris, du CNSM, alors je vais utiliser les termes de mon époque, aujourd'hui je ne suis pas sûr que ça soit encore les... Moi à mon époque, il y avait le troisième cycle commençait par un CFEM, et après il y avait 2 ans de DEM, et après on avait son prix, à la fin du DEM c'était son prix. Et traditionnellement, on passait le concours d'entrée au conservatoire quand on était en DEM. Le problème, moi, c'est qu'en DEM, j'avais 10 ans. Et je me souviens qu'à cette époque-là, je voulais absolument le passer. C'est-à-dire que je me disais, mais il y avait des rumeurs qu'il y avait peut-être une limite d'âge, etc. Moi, je disais genre. Une limite d'âge pour Ouais, entrer? pour rentrer. Ah, dans l'autre sens. Ouais, En mais fait, je sais pas si c'est vrai. Moi, je sais que mes collègues de l'époque, je me souviens très bien, me disaient, mais non, mais Edgar, 10 ans, personne rentre. Mais donc, je voulais absolument, absolument. Et puis, j'en parlais à Xavier toutes les semaines. Et puis, il me disait, écoute, t'as le niveau. Bien sûr, tu pourrais rentrer au conservatoire. Et puis, mais est-ce que humainement, ça a du sens? Et je pense qu'il n'avait pas tort. Et donc, j'ai fait 2 ans de perfectionnement après avec lui. Pour finalement passer le concours du conservatoire à l'âge de 13 ans, ce qui est quand même déjà très jeune. Mais ça m'a permis, entre guillemets, d'entrer dans l'adolescence en rentrant au conservatoire et ne pas être un enfant au CNSM de Paris. Et rétrospectivement parlant, je pense que ça a été aussi un choix extrêmement important à faire, parce que c'est aussi très important, l'intégration humaine dans un conservatoire. Quand on est à Boulogne, il y avait plein de niveaux, il y avait des deuxièmes cycles, donc j'avais des amis, puis il y avait entre guillemets un écart d'âge très très important, et donc et puis je découvrais ce conservatoire, et puis j'étais encore à l'école, et puis donc j'avais entre guillemets une vie sociale, aussi une vie humaine, qui était aussi importante, et qui était équilibrée. Quand on rentre au conservatoire de Paris, on est dans un... en plus, moi je suis rentré la première année où il a commencé à avoir les systèmes universitaires, licence, master, et donc là on est vraiment dans un enseignement supérieur, et donc là il y a quand même beaucoup plus de gens âgés, plus âgés que ce que j'avais à l'époque. Et donc, je pense que ça a été aussi un choix vraiment, vraiment déterminant, parce que je dois dire que j'ai jamais trop ressenti ma précocité pendant mes études, ce qui est une chance, je pense. J'en étais conscient, bien sûr, mais j'avais pas de ressenti négatif par rapport à ça, et personne ne me l'a jamais fait sentir, et je me suis toujours très bien intégré, et j'ai toujours été, et humainement et musicalement, je me suis toujours senti à ma place. Je pense que si jamais j'avais eu un professeur qui voulait battre le record du monde de l'élève le plus jeune rentré au conservatoire, mon parcours aurait sûrement été radicalement différent. Je pense que Xavier a eu cette intelligence entre guillemets, me tenir par la main, d'écouter aussi mes choix. J'ai commencé du coup à faire des stages avec Philippe Muller, qui allait devenir mon professeur par la suite. À ce moment-là, du conservatoire, un tout jeune prof venait de rentrer, professeur au conservatoire, c'était Jérôme Pernaut, qui a été un ancien élève de Xavier Guenepin. Et Xavier commençait à envoyer, je ne sais pas si on peut utiliser ce terme, ses élèves à Jérôme Pernaut, comme une sorte de... Voilà, parce qu'il avait beaucoup d'estime pour Jérôme. Et puis, moi, j'ai insisté auprès de Xavier, je lui ai dit non, moi, je veux rentrer chez Philippe Muller. C'était important pour moi, j'avais rencontré Philippe en stage, donc les fameux stages d'été qu'on fait. Et j'avais eu un coup de cœur pour Philippe, pour sa manière efficace. On aura sûrement peut-être l'occasion d'en reparler par la suite. Mais voilà, bon, j'avais eu un coup de cœur et je voulais en tout cas suivre ce chemin-là. Et Xavier l'a complètement compris. Il m'a dit, mais c'est une super idée, etc. Donc il a eu aussi cette intelligence d'adaptation, j'ai envie de dire, de ne pas suivre, entre guillemets, pour tous ses élèves, le même chemin, le même schéma. Et que quand il y avait une véritable envie de la part de l'étudiant, et puis en plus il respecte énormément Philippe, il avait envoyé depuis des décennies énormément de ses élèves chez Philippe, donc c'était aussi quelque chose de très logique dans sa manière. Mais voilà, je me souviens, voilà, c'est un peu les deux détails un peu extra-musicaux qui sortent un petit peu du cadre juste de l'accompagnement, de la pédagogie pure, mais ces détails-là, c'est souvent les détails aussi qui sont les plus importants. Qui va nous accompagner par la suite, comment notre chemin va
va continuer de s'élargir, d'avancer. Et je pense que Xavier, en plus de toutes ses qualités indéniables de pédagogue, avait et a cette intelligence-là. Oui, on voit bien que son conseil, son accompagnement est allé bien au-delà du violoncelle. Bien sûr, bien sûr. On aura aussi l'occasion sûrement d'en parler concernant Philippe Muller, qui est devenu, mais ça a été aussi le cas avec Philippe, où parfois, je me souviendrai toujours de Xavier qui disait, mes parents avaient organisé un dîner avec Philippe et Xavier, après un prix que j'avais eu, un grand prix international que j'avais eu pour un peu une sorte de dîner festif. Philippe et Xavier parlaient de pédagogie ensemble, etc. Et puis Xavier, pourtant qui a son caractère et qui sait ce qu'il dit et qui sait ce qu'il fait, etc., a une phrase assez intéressante que j'essaye d'ailleurs d'intégrer aujourd'hui dans l'enseignement. La différence entre coacher, entre guillemets, quelqu'un qui est très talentueux, c'est-à-dire qui a beaucoup de facilité, et coacher quelqu'un qui a moins de facilité. Et Xavier parlait de cet art-là, du fait qu'on ne coachait pas forcément de la même manière, que c'était d'ailleurs beaucoup plus dur et beaucoup plus gratifiant pour un prof, entre guillemets, de réussir à quelqu'un qui est parfois qui est un peu la cinquième roue du carrosse, qui a beaucoup de difficultés sur l'instrument, etc., de réussir un petit peu à l'épanouir musicalement, artistiquement, instrumentalement parlant, etc. C'est pas du tout la même chose que quelqu'un de très doué, où souvent il faut bien entendu aiguiller sur plein de choses, mais il ne faut pas forcément tout toucher. Parce que quand on a un rapport instinctif à l'instrument, quand il y a beaucoup de choses qui marchent déjà, eh bien, faut savoir aiguiller, mais de manière, je pense, horlogère. Les grands profs qui ont des grands recrutements, qui ont la chance d'avoir des des talents bruts, je pense qu'il y a parfois cette question qui se pose, un petit peu d'horlogerie, d'orfèvre. Et donc à 13 ans, tu rentres au CNSM avec Muller, donc il y a cette continuité pédagogique avec deux profs qui se connaissent, mais ça devait être quand même un grand changement pour toi. Ça a été un grand changement sur plein de plans, mais c'est vrai que cette année-là au conservatoire, ça a été une année avec beaucoup de place au conservatoire. Il y a eu, je sais plus, je crois 13, on était 13 à rentrer. Tu sais, il y a un peu les années où il y a peu de place, puis les années où il y a beaucoup de place. Je crois qu'on était 4 de la classe de Xavier à rentrer. Et donc il y avait une sorte aussi de continuité un peu naturelle, quoi. J'avais l'impression, dans ma promo, il y avait 3 copains à moi avec qui j'avais fait mes études au conservatoire. Et sur les 4, je crois qu'on est 3 à rentrer chez Muller. Donc il y avait vraiment cette continuité-là. Bien sûr, je découvre un monde, déjà d'un point de vue institutionnel, je découvre l'enseignement supérieur, ce que ça implique. Il y a cette image aussi de rentrer au CNSM de Paris, que j'entends parler de cette maison depuis que je suis gamin. Donc il y a un truc un petit peu impressionnant au début. Cette envie de travailler avec Philippe Muller aussi, que je connais depuis plusieurs années, seulement pendant des stages, pendant des périodes relativement courtes. Et puis il y a les rencontres musicales, la musique de chambre, j'en avais parlé un petit peu tout à l'heure à Boulogne, mais là d'un coup tout devient vraiment concret, où il y avait vraiment d'un coup un vrai accompagnement. Et puis la pédagogie de Philippe, une pédagogie claire, précise. Moi j'ai le souvenir de Philippe Muller comme quelqu'un qui était extrêmement exigeant. Avec le recul, je me rends compte que c'est peut-être la meilleure complémentarité que j'ai pu avoir après la pédagogie de Xavier Guenepin. On parlait tout à l'heure d'instinct, on parlait d'intellectualisation tout à l'heure. Avec Philippe Muller, d'un coup, on était sur l'exigence pure, la justesse, la qualité de son, l'archer, une attaque, une fin de note. Des choses extrêmement claires, précises, mais en fait qui sont extrêmement importantes quand, dans mon cas, on veut faire des concours internationaux à ce moment-là, quand on veut devenir un soliste, quand on veut potentiellement essayer de monter son niveau instrumental à un point où il va toujours être. Voilà, il peut y avoir des moments où on est à 200%, des moments où on est à 98%, mais il ne va jamais être en dessous de 98%. Il y avait un peu ce côté-là. Et je pense que beaucoup d'étudiantes de Philippe allaient chercher ce côté-là, ce côté un peu presque coach de finition. Et on se rend compte que effectivement cette richesse-là, cette richesse de tous ces différents pédagogues, c'est une des choses les plus importantes, parce que ça permet après l'enseignement de Xavier, où j'avais vraiment construit toute une base en fait au niveau de l'oreille, au niveau de la compréhension rythmique, au niveau de l'harmonisation intérieure. Et bien maintenant j'avais ce côté un petit peu de perfection, de perfectionnement d'ailleurs, le terme on l'utilise pour le 3e cycle au conservatoire. Mais moi j'ai vécu mes années de conservatoire de Paris comme ça. Entre mes 13 et mes 18 ans, il y avait vraiment ce côté-là, ce côté coaching un peu de haut niveau. Et très vite, d'ailleurs, j'ai fait des concours internationaux.
C'était à quel âge ton premier concours international? Alors j'ai fait quelques petits concours en préparation en première année de CNSM. Je me souviens du concours Flamme, mais mon objectif c'était vraiment le concours international, quoi. C'était les grands chelem. Donc moi mon premier concours c'était le concours Rostropovitch, le dernier concours Rostropovitch en 2009. Donc je venais d'avoir 15 ans. Et pareil, tout à l'heure je parlais euh, de l'importance parfois je pense, des professeurs d'écouter ce que leurs étudiants a à leur dire. C'était pas du tout normal, entre guillemets, de faire un concours. J'étais en deuxième année de CNSM, je crois, quand j'ai fait Rostro. Rostro, c'était, je parle de Grand Chelem, mais c'est un peu ça. Il y avait Rostro, Cheiko, on peut dire Munich et peut-être Genève. Il n'y avait pas encore Reine-Elisabeth à la place. Maintenant, on peut dire qu'il y a Reine-Elisabeth. Il n'y a plus trop de Cheiko, on sait pourquoi. Mais en gros, c'était ça. Il y avait un peu les concours un peu mythiques. Le concours Rostropovitch de la ville de Paris, voilà, il y avait tous les plus grands violoncellistes mondiaux qui voulaient faire ce concours. Et je me souviens très bien de moi arrivant en cours un peu avant les inscriptions, puis qui dit à Philippe Muller, qui lui dit Monsieur Muller, j'ai envie de faire Rostro. Il me regarde, il me dit mais Edgar, t'es en deuxième année de ce conservatoire. Au moment où je lui dis ça, j'ai encore 14 ans, je crois. Donc il me dit t'as 14 ans, c'est peut-être un peu tôt, tu penses pas? Il y a plein d'autres concours à faire avant. Je lui dis ah non, mais ça m'intéresse pas les autres concours. J'avais ce côté un peu teigneux. Ça m'intéresse pas, moi je veux tout de suite faire les vrais, les grands concours. Je veux me mesurer au plus fort. Donc on en revient un peu au côté geek de l'enfant. Mais voilà, il y avait ce côté-là. Et en fait, il m'a tout de suite, il m'a dit bah écoute, si tu as envie de le faire, je pense que oui, tu peux le faire, bien sûr. Il va falloir beaucoup travailler, mais tu peux le faire. Et donc il m'a donné un petit peu son OK, son aval. Et donc me voilà dans cette expérience incroyable de concours international. J'ai un prix spécial à ce concours, le prix du jeune soliste, ça s'appelait, qui était une sorte de prix du jeune espoir. Et donc me voilà, je ne vais pas en finale parce qu'il n'y avait que 3 finalistes, mais je fais une demi-finale et je joue au concert des lauréats, salle Pleyel. Donc voilà, c'était mon premier concours international. Et en fait, après celui-là, j'en ai fait que 2 autres, Tchaïkovski et les Young Concerts de New York, et après c'était bon. Ça a été une chance de faire des concours très jeunes parce que forcément on ne réagit pas. Je me rends compte aujourd'hui à quel point ça doit être une pression considérable, qui est un des aspects les plus importants, je pense, en fait, au niveau de la scène. Enfin, ça fait partie des choses les plus importantes. Et c'est vrai que quand on a 15 ans concours Rostro, 17 ans concours Tchaïko, 19 ans Young Concerts de New York, ces âges-là, c'est des âges où on commence, bien sûr qu'on a du stress, qu'on a du trac, mais je veux dire qu'on ne se rend peut-être pas compte aussi de ce qu'on fait. On a moins forcément la maturité pour se rendre compte, et je pense que j'ai eu beaucoup de chance de faire aussi ces concours très jeunes. Parce que je suis un peu arrivé comme ça, alors je l'ai préparé, j'étais très sérieux, hein, mais je veux dire dans l'implication émotionnelle, j'avais aucune pression, quoi. J'étais jeune, si je passais pas un tour, c'est pas grave, j'avais encore 15 ans de concours, si j'avais envie, j'avais encore 15 ans de concours derrière moi, si vraiment ça me plaisait. Donc j'ai eu cette chance-là aussi, d'avoir été très jeune. J'ai eu quand même quelques années, je pense, d'enfance. Si on revient un tout petit peu en arrière, j'ai beaucoup travaillé mon violoncelle quand j'étais très 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 jeune. En fait, je faisais peut-être 4 heures ou 5 heures de violoncelle à l'âge de 7 ans par jour. Donc je pense que j'ai pas vraiment eu, je le dis sans aucun problème, j'ai pas vraiment eu d'enfance pour le coup. Enfin, j'ai eu une enfance assez différente de beaucoup d'enfants. Je sais que, mais c'était une enfance un peu voulue, c'est-à-dire que bien sûr que c'était initié aussi par ma mère, qui du coup s'était pris d'un peu de passion pour ce parcours-là, pour cet accompagnement-là. Mais je me souviens qu'on avait quand même une éducation relativement stricte. On n'avait pas d'écran à la maison, les jeux vidéo étaient interdits, la télé aussi. Il n'y avait pas encore Internet vraiment à cette époque-là. Mais voilà, il y avait ce côté-là. Il fallait que je fasse attention à mes mains. Donc j'avais des copains qui faisaient des foot, etc. Ma mère me disait non, tu les rejoindras après le foot. Plein de petites choses comme ça. On n'allait pas skier. Enfin, tout ce qui était par rapport en fait aux mains, aux choses comme ça, le roller, tout ça était un peu proscrit pour éviter les blessures. Donc voilà, un côté très protecteur, presque peut-être un peu trop protecteur, mais en fait qui a quand même fait ses fruits. Donc ça a été un peu le côté enfance. Et en fait, à partir du moment où je suis rentré à Boulogne,
Donc à partir de 9-10 ans, là j'ai vraiment eu une enfance. Et après au Conservatoire de Paris, j'ai eu une vraie adolescence, une vraie jeunesse, un peu avant l'heure, même une vie étudiante, j'ai envie de dire. À 15 ans, une vie étudiante, je sortais, j'avais des amis, j'avais des copains, des copines, on faisait la fête. Donc à partir de ce moment-là, en fait, j'ai un peu capitalisé avant mes 8 ans. Il y a un côté un peu fou comme ça, à bosser comme un fou. J'ai continué à beaucoup bosser après. Mais par contre, avec pour le coup beaucoup plus de souplesse d'un point de vue vie sociale et d'un point de vue humain. Et ça a été une sorte d'équilibre comme ça, un peu malgré moi. Voilà, avec le recul, c'est un peu l'analyse que j'aurais de ce parcours-là d'un point de vue humain. Donc quand tu as passé le concours Rostropovitch, bon, c'était en France, donc tu étais quand même chez toi, tu étais un peu à la maison, même si c'était déjà un concours international, mais en passant à l'étape Tchaïkovski, c'était aussi l'étape vraiment internationale. Tu as dû voyager, donc tu étais très jeune, et comment ça s'est passé? Oui, effectivement, ça a été une expérience d'ailleurs incroyable. Donc après Rostro, effectivement, je reste un petit peu dans cette lignée. Donc pareil, un an après, je vais voir Muller en lui disant je veux faire le concours de Tchaïkovski. Et puis tout de suite, là par contre, il me dit bah carrément, là j'avais déjà un peu plus la légitimité puisque j'avais eu un prix international à Rostro et je suis sélectionné. Une sélection très dure à Tchaïkovski à l'époque. 25 candidats sont sélectionnés dans le monde entier seulement, dont 13 Russes ou quelque chose comme ça, forcément. Wow. Donc c'était vraiment un truc, voilà, c'était vraiment, j'étais d'ailleurs je crois le seul Français à avoir été sélectionné. Donc c'était vraiment une grosse sélection. Et puis bah, là je découvre effectivement, je découvre un monde, quoi. Je découvre le fait de voyager pour la musique. C'est quelque chose que je connais relativement peu en fait, voire pas. Je suis toujours resté relativement en France, même dans mes études, c'est-à-dire ou en France ou à côté. J'ai fait des masterclass à Vienne. Euh, Pendant ces années-là aussi au conservatoire, je commence à rencontrer d'autres professeurs un peu partout en Europe, à Verbier, à Kronberg, etc. Franz Elmerson, Miklos Perini, Henry Schiff. Je commence à faire un petit peu ça, donc je commence un peu à voyager pour la musique, ou en tout cas pour apprendre, mais ça reste voilà, assez proche de la France. Là, je débarque à Moscou. Donc on est en 2011, la Russie de l'époque, en 2011, c'est une Russie relativement moderne, on est loin de l'époque soviétique quand même. On s'en est peut-être rapproché aujourd'hui en 2023, à l'heure où on se parle. On s'en est peut-être rapproché de nouveau. Mais à ce moment-là, voilà, on est dans une Russie relativement moderne. Mais on sent un petit peu cette ambiance soviétique. C'est très difficile à décrire, mais les personnes dans la rue, la manière dont les gens sont. Je me souviens d'un public, le public moscovite, incroyable. Incroyable. Les gens qui vous suivent pendant le concours, on a l'impression d'arriver dans un monde incroyable. Les chauffeurs de taxi qui vous parlent du concours de Tchaïkovski. On est vraiment presque dans une ville qui vibre avec le concours. Et puis une expérience de dingue, un programme de folie. Je me souviens, presque 3h30 de programme, 3 concertos. Un concerto d'Haydn en demi-finale, et puis Tchaïkovski, Variation Rocco, plus un concerto au choix. J'avais pris le concerto de Schumann en finale. 1 heure de récital deuxième tour et 1 heure de récital premier tour. Avec de la musique contemporaine, avec du Bach, avec des études, avec des pièces de virtuosité, avec des grandes sonates du répertoire. Enfin, il y avait vraiment une sorte de programme un peu titanesque comme ça. Et donc une épreuve assez incroyable. Tout se passe bien pour moi. Je passe le premier tour, je passe le deuxième tour, je passe le troisième tour, donc c'est en 4 tours. Et puis j'arrive en finale, et puis j'ai la chance d'avoir le deuxième prix du concours Tchaïkovski. Mais en fait, je me rappelle ne pas avoir fait ce concours pour gagner. J'étais très jeune, 17 ans, j'avais eu bien sûr un prix jeune soliste 1 an et demi avant à Rostro, mais il y avait un côté plutôt je passe les tours et puis on voit où ça me mène. Je n'étais pas dans une rage de gagner. Est-ce que c'est possible de ne pas être dans une rage de gagner et de faire un concours comme ça? On parlait de pression tout à l'heure, peut-être que c'est aussi une force, justement. Tu sais, c'est toujours très complexe. Alors quand les choses marchent avec toi, j'aurais tendance à dire que oui, ça m'a plutôt aidé. Pour te dire, même, j'avais quasiment pas travaillé le Schumann, le concerto de Schumann, qui était donc en finale. Et parce que je pensais vraiment pas aller en finale. Mon objectif, c'était un peu... il y avait 4 tours, quoi. Je me dis, si j'arrive à... Déjà, le deuxième tour, ça serait top. Et donc, effectivement, j'ai le premier tour. Je suis content. C'était quand même un objectif, vu que j'avais déjà eu un tour à Rostro. Quand j'ai le deuxième, je me dis, waouh, c'est génial. Je vais pouvoir jouer avec orchestre, le Haydn. Et puis là, quand je suis en finale, j'y crois pas. Et je me souviens appeler Philippe Muller en lui disant, est-ce que je déclare forfait? Parce que les rococos, je les ai vraiment bien, mais le Schumann, comme je pensais pas aller jusque-là, que je l'ai pas beaucoup bossé...
Enfin, je veux dire, j'avais bossé le premier mouvement, mais 2 et 3, pas tellement. Et je me souviens de Muller qui me dit, bah non, mais ça va être un super exercice, justement. Tu le bosses, il te reste combien de jours? Je lui dis, bah il me reste 3 jours et demi. Bah super, tu bosses que ça et tu fais. Si je rentre même dans quelque chose peut-être d'un peu plus intime, Philippe Muller, on parlait tout à l'heure de sa personnalité, quelqu'un de relativement réservé, etc., avait appelé mes parents 2 mois avant le concours en leur disant, Edgar n'est pas prêt. Je ne sais pas si c'est une bonne idée qu'il aille au concours de Tchaïkovski. Il faut savoir qu'à ce moment-là, j'ai 17 ans, je suis un peu en crise d'adolescence, je sors beaucoup, je fais beaucoup la fête, et on est à 2 mois du concours, et donc Muller met un petit coup de pression à mes parents, et je me souviens des parents qui me disent « mais attends, il paraît que tu travailles pas beaucoup, etc. » Et donc ça me remotive. Et donc cette préparation au concours, elle est un peu comme ça, quoi, sur une préparation sérieuse, mais en même temps un peu en dents de scie, jusqu'à la finale, où il y a ce truc où j'ai pas beaucoup travaillé. Et en fait, peut-être que ça m'a aidé. On pourra jamais le savoir. Est-ce que j'aurais gagné le premier prix si j'avais bossé 6 heures par jour pendant un an? Peut-être pas, sûrement pas. Et d'ailleurs, peut-être qu'à ce moment-là, c'est peut-être très bien que j'ai pas gagné le premier prix. Être propulsé, j'ai eu une très belle carrière à partir de ce moment-là, mais j'ai pas eu non plus la pression du premier prix de Tchaïkovski. Quand on voit par exemple Alexandre Kantorov en piano qui a eu un premier prix, où là d'un coup c'est des carrières complètement folles ou avec potentiellement 170 concerts par an d'un coup. Ayant 17 ans à l'époque, je suis pas sûr que j'aurais pu l'assumer. Et peut-être que ça m'aurait aussi détruit, on peut jamais savoir ce qu'aurait été. Mais en l'occurrence, j'ai la chance de pouvoir regarder mon parcours en me disant je pense que c'était parfait ce deuxième prix, c'était une crédibilité incroyable. C'était à l'époque le meilleur prix pour un Français, tout instrument confondu, au concours de Tchaïkovski, avant le premier prix d'Alexandre Kantorov. Donc c'était une vraie crédibilité et en même temps il n'y avait pas cette pression du premier prix. Le premier prix que je suis allé chercher 2 ans plus tard à New York, au Young Concert Artist, qui est un concours un peu particulier, mais où je voulais avoir mon premier prix, je l'ai eu et puis après je me suis dit plus jamais les concours. Oui. Ouais. Je trouve que c'est un exercice très difficile, c'est très particulier. On joue, c'est une préparation où en fait tout se joue. À un moment, on est jugé. C'est très différent d'un concert. Il y a des concerts qui ressemblent à des concours parce qu'il y a des concerts un petit peu clés dans une carrière. Il y a des concerts comme ça. Là, je viens de faire les New York Philharmonic, par exemple, qui est peut-être un des orchestres les plus emblématiques mondial. On sait que pour la carrière américaine, on sait que c'est des concerts clés. On sait que donc il y a un peu ça aussi dans la vie professionnelle. Il y a des concerts un peu pivots comme ça. Quand j'ai fait mes débuts avec l'Orchestre de Paris, à la Philharmonie de Paris, des choses qui sont pivots, qui sont importantes, mais c'est pas exactement la même chose. Ça reste un concert, ça reste un moment de partage, ça reste un moment où on joue pour quand même une grande majorité de gens qui sont là pour passer une belle soirée. Le concours, il y a un truc un peu particulier, quoi. Il y a un enjeu. Les concours Tchaïkovski, moi, c'était le tout début du streaming en 2011. On était sur des plateformes russes. Il y avait, je me souviens, tout le conservatoire, moi, qui me regardait et tout. Il y a des pressions incroyables quand même. Et du coup, tu as quand même bien appris à gérer ton stress et à gérer la pression pour toute ta carrière sur scène ensuite. Alors, c'est pour ça que c'est très intéressant les concours, je trouve. Au-delà de la performance pure, je trouve que c'est un apprentissage de gérer son trac, de gérer son stress. Le trac, c'est quelque chose, ça dépend bien sûr des personnalités. Il y a des gens très anxieux, il y a des gens moins, il y a des gens... on est quand même tous plus ou moins confrontés au trac et quasiment personne n'est épargné par le trac. En fait, le trac est de là. Et d'ailleurs, le trac peut être une belle chose, peut être aussi une manière de se transcender. Tout l'art, entre guillemets, de la gestion du trac, c'est d'en se connaître, c'est d'en connaître un petit peu ses réactions physiologiques, et donc apprendre un petit peu à les gérer, apprendre à faire avec, en fait. Parfois même à en tirer une force. Et effectivement, quand on fait des concours internationaux très jeunes comme ça, entre guillemets, on est un petit peu rodé à l'exercice, c'est-à-dire que d'un coup, on a des pressions extrêmes, folles, qui nous arrivent, et donc on peut toujours se dire plus tard, bon bah, j'ai survécu à ça, quoi. Tu vois, il y a un petit peu ce côté, j'ai survécu à ça, donc ça va, je peux aussi survivre à ça. Et puis ça fait partie aussi de notre métier, c'est un truc un petit peu masochiste, hein, mais le fait d'avoir une montée d'adrénaline comme ça, c'est aussi pour pouvoir apprécier l'après-concert. Je me souviendrai toujours de Martha Argerich, qui est quelqu'un d'assez angoissé, qui parfois ne veut pas aller sur scène, etc. Et on a le même agent, et mon agent qui à chaque fois lui dit mais souviens-toi à quel point t'aimes ce qu'il y a après, une fois que t'as salué. Ça peut paraître un peu paradoxal, parce qu'on est quand même là pour offrir de la belle musique, et parfois on doit penser à ce qu'il y a après. Mais je pense que ça peut être aussi une manière un petit peu de préparation mentale intéressante à creuser. Donc ton deuxième prix en poche, tu rentres à Paris et là, du coup, c'est la consécration, quoi. C'est effectivement, ma vie change ce jour-là, parce que très rapidement, je vais avoir beaucoup d'engagement.
l'année 2012, j'ai 5 ans d'engagement, l'année 2013, 60 et 2014, 70. En gros, très vite, on part sur vraiment une carrière déjà. Et puis, je suis toujours étudiant au conservatoire. Chez ECO, je viens de passer ma licence. Donc, en fait, les 2 années qui vont suivre, je vais un petit peu alterner entre une vie d'étudiant et un début de vraie vie professionnelle. Je rencontre mon agent qui est toujours mon agent actuellement, Jacques Tellen, qui est un petit peu la plus grande agence artistique en France et une des plus grandes au monde. Agent principal de Martha Argerich, des frères Capuçon, de Guidon Kremer, de Katia Bouniatichvili, de Misha Maïski, enfin bref, je pourrais pendant 10 minutes citer des grands noms. Donc c'est vrai que d'un coup, il y a une demande et il y a toute une sorte, je découvre un peu ce monde de la carrière entre guillemets de premier plan, avec d'un coup des agendas remplis, la gestion de répertoire aussi, parce que c'est quelque chose auquel on n'est pas forcément préparé. De devoir, souvent au conservatoire, on travaille des pièces, même si, comme je le disais depuis tout petit, je suis assez boulimique de travailler pas mal d'œuvres différentes, mais là d'un coup on doit entre guillemets avoir des résultats le plus parfaits possible et avec un vrai engagement artistique, mais parfois avec des calendriers assez fous, avec 3 semaines de suite, 3 concertos différents, et avec des récitals, des programmes qui n'ont rien à voir, de la musique de chambre, des quintettes, des octuors, des trios. Et donc voilà, ça a été 2 années où j'étais encore étudiant au conservatoire, et puis je commençais à découvrir ce monde professionnel exigeant, avec aussi beaucoup de pression. On parlait tout à l'heure de la pression des concours nationaux, mais là, c'est beaucoup de premières fois, beaucoup de débuts, beaucoup de rencontres avec aussi de grands artistes, de grands chefs, de grands orchestres, et donc forcément aussi beaucoup de pression. Mais ça a été une superbe jonction, j'ai envie de dire, entre la fin de mes études au conservatoire et puis le début de la carrière. Je finis mon conservatoire de Paris en faisant ce concours à New York, donc les Young Concert Artists, que je gagne avec 7 prix spéciaux, ce qui m'ouvre aussi la porte à une carrière américaine. Et donc je commence à avoir, en plus de mon agent Jacques Tellen, je commence à avoir beaucoup d'agents locaux, ce qu'on appelle des agents locaux, c'est-à-dire que le principe c'est d'avoir ce qu'on appelle un general manager. Et puis voilà, un agent en Allemagne, un agent en Espagne, un agent au Japon, un agent en Corée, un agent aux États-Unis. On commence à avoir des agents locaux qui travaillent du coup pour différents territoires. Et puis je commence à faire une vraie carrière internationale, voilà, à partir de l'âge de 19 ans. Mais j'ai pas voulu tout de suite arrêter mes études. J'avais encore soif d'apprendre, et donc il y a eu encore 2 années de mes 18-19 à mes 20-21 où j'ai encore été un peu étudiant, alors de manière extrêmement ponctuelle, dans une école à Kronberg, qui s'appelle la Kronberg Academy, qui est un peu une sorte d'école élitiste, où ce qui est très intéressant, c'est que donc, j'avais un peu un professeur principal, Franz Helmerson, et puis beaucoup de masterclass avec beaucoup d'invités, mais qui ne sont pas forcément d'ailleurs des violoncellistes. Guidon Kremer qui venait donner des cours, Andras Schiff, et donc voilà, très intéressant, beaucoup de chefs aussi qui venaient donner des cours, donc voilà, je gérais un petit peu, il y avait ce petit point de rendez-vous, j'avais mon chez-moi à Paris, ma carrière, mes voyages, et puis de temps à autre, des petites sessions comme ça de perfectionnement, d'apprentissage, de cours, de mes derniers cours que j'allais prendre de ma vie, qui m'ont permis de me sentir un petit peu comblé et de pouvoir dire relativement tôt, à l'âge de 20 ans, 20-21, que je disais adieu aux cours traditionnels et puis que j'allais continuer d'apprendre parce qu'on apprend toute notre vie, surtout quand on a la chance de pouvoir jouer avec plein de personnes différentes et avec plein de générations différentes aussi, souvent des gens plus âgés que moi, je dois dire. Mais je ne me méprends pas, ça va bientôt arriver que je vais jouer avec des gens plus jeunes que moi, ça c'est déjà arrivé. Après avoir donc fini un peu ce parcours éducatif, j'ai été nommé aux Victoires de la musique classique dans la catégorie Révélation soliste instrumentale. Donc on est en 2013, il y a 10 ans. Et donc je gagne ces victoires. Ce qui a été aussi un propulseur de carrière, c'est toujours très difficile de savoir est-ce que tel événement a eu plus d'impact qu'un autre.
c'est vrai que les victoires de la musique, c'est là, il y a l'aspect un peu grand public qui est très intéressant. Et j'ai pu voir un avant-après, surtout par rapport au public, en échangeant après les concerts, dans on a beaucoup de chance en France d'avoir une saison de festival d'été un peu partout, sur tout le territoire français. C'est une grande richesse. Moi qui ai la chance de beaucoup voyager, je me rends compte à quel point dans les autres pays, c'est pas du tout le cas. Il y a bien sûr des festivals, mais pas du tout le nombre. C'est incroyable, la France. Il y a plein d'ailleurs d'avantages, notamment pour les musiciens. Le régime intermittent, c'est une chance incroyable qui est assez exclusif à la France. Dans beaucoup d'autres pays, des gens extrêmement talentueux ne peuvent pas forcément vivre de leur passion parce que s'ils n'ont pas un vrai poste avec un salaire qui tombe tous les mois, en fait, il n'y a pas de moyen de pouvoir être rémunéré. Et puis, il y a une possibilité de jouer en France qui est assez incroyable, à tous les niveaux, en fait. Il y a plein de festivals différents. Et donc ça, je m'en suis rendu compte. Pourquoi je parle de ces festivals d'été? Parce que je me suis vraiment rendu compte de l'impact des victoires de la musique pendant que je parcourais ces festivals tous les étés, et même encore aujourd'hui d'ailleurs, je dois le dire. Notamment dans toute la ruralité en fait. Comme on a énormément de festivals, on a beaucoup de choses dans les campagnes, dans des endroits improbables, etc. Avec des publics parfois qui ne sont pas habitués aux salles de musique classique traditionnelle, aux philharmonies, au théâtre des Champs-Élysées, etc. Qui est un côté, il y a un côté très, très parisien. Hein. Et donc ce public-là, il découvre aussi des artistes par l'intermédiaire des médias, par l'intermédiaire de ta chaîne YouTube, Jeanne, et puis par la télévision, qui reste quand même un élément important dans beaucoup de foyers. Et donc j'ai vraiment vu cet avant-après. 2013, les victoires de la musique, Révélation, et puis en 2015, 2 ans après, je gagne les victoires de soliste instrumental de l'année. Et donc c'est vrai que ça a eu un impact, je dirais, plus au niveau du public qu'au niveau de la carrière à proprement parler. Et encore une fois, c'est très difficile de savoir d'où viennent les choses, d'où viennent les engagements, etc. Je pense que c'est aussi un mélange de beaucoup de choses. Et puisque tu arrives en 2015, il y a un autre événement quand même qui a eu un impact énorme cette année-là, bon, qui est quand même beaucoup plus tragique, mais tu as joué aux Invalides pour honorer la mémoire des attentats du 13 novembre. Alors comment ça s'est passé? Bon, j'ai eu la chance, enfin je ne sais pas si c'est une chance, mais de par mon métier, de par différentes missions que j'ai faites, professionnelles, etc., il m'est arrivé de rencontrer plusieurs fois euh, des hommes et des femmes politiques. Et j'avais eu notamment des contacts avec Fleur Pellerin, qui était à l'époque ministre de la Culture. Et je me souviens que, bon, bien sûr, j'ai été comme tous les Français, et je pense une grande partie du monde, bouleversé par ces attaques. On se souvient notamment le Bataclan. Étant moi-même un jeune Français, il y avait eu ce côté un peu philosophique d'une attaque, en plus d'être terroriste, qui était une attaque contre la jeunesse, contre la liberté, contre le fait de tout simplement l'envie de vivre, l'envie de profiter de sa vie. Donc j'étais, comme beaucoup de Français, traumatisé. Et Fleur Pellerin m'appelle en me disant, voilà, parce que tu représentes aussi la jeunesse, l'excellence, et parce que la musique de Bach, c'est le recueillement, c'est quelque chose qui dépasse un petit peu les mots, eh bien, est-ce que tu pourrais venir jouer aux Invalides pour nous tous? Et alors, c'était un moment, moi, j'ai des souvenirs très forts de ce moment-là. C'était déjà extrêmement émotionnellement parlant. Il y avait une tension incroyable. Il y avait toutes les familles des victimes qui étaient là pour cet hommage dans la cour des Invalides. Donc, j'étais face à des gens qui venaient de vivre une des épreuves les plus douloureuses de leur vie, qui avaient perdu des proches, qui avaient perdu parfois des parents, parfois des enfants, parfois des frères, parfois des conjoints, des conjointes. Donc c'était quelque chose de fou. Et en fait, on n'est pas habitué, je pense, humainement, à recevoir autant de force, j'ai envie de dire, dans le visage. C'est-à-dire que tant de familles unies pour le même, enfin, unies par le désespoir, ce jour-là, c'était quelque chose de particulièrement fort. Il y avait ce jour-là tous les responsables politiques qui étaient là, de tous bords, etc. Il y avait vraiment ce truc un peu d'unité nationale qui était assez incroyable. Et donc je joue cette sarabande de la deuxième suite de Bach dans cette cour glaciale. On était en novembre, hein, dans une cour glaciale des Invalides, et c'est un moment, bien entendu, extrêmement fort de ma vie artistique, et on ne sait pas trop ce qui se passe, quoi. On est là, on essaye de donner de la musique, on essaye de communier un petit peu avec les gens qui sont avec nous, et puis c'est ce que je sais faire, c'est ce qu'on sait faire, nous les musiciens.
Enfin, quand tu parles de cet événement, en fait, je pense que dans l'esprit national des violoncellistes français, même du monde entier, on pense même à, enfin, sans comparer, mais on pense à Rostropovitch qui jouait sur le mur de Berlin. Il y a cette force et tu t'es senti, enfin, j'imagine que tu t'es senti investi d'une mission, d'une responsabilité énorme, quoi. Ouais, mais plutôt après coup, parce que tout s'est passé très vite en fait. Enfin, il y avait un truc un peu irréel, quoi. J'ai même pas eu le temps de. Genre, je me souviens en plus, j'étais en voyage, moi j'étais pas à Paris pendant les attentats. J'étais en Italie, et donc j'atterris à Paris et je débarque dans un univers un peu particulier, quoi, d'une ville qui vient de vivre un traumatisme. Et puis, il y a ce coup de fil, tout s'organise très vite, j'arrive pour jouer, donc j'ai pas le temps de comprendre ce qui m'arrive en fait. Il y avait un côté un petit peu comme ça, je me souviens Oui, bien sûr, je suis là, j'arrive, je joue, et puis après, bien entendu, je me suis rendu compte effectivement de l'impact. Moi, je l'ai vraiment pris comme une sorte d'hommage en fait, tout simplement, de ce que la chose que je sais le mieux faire dans la vie, c'est jouer du violoncelle, et puis quand on m'appelle pour me demander une mission comme celle-ci, je l'accepte, mais peut-être sans me dire que c'est une mission. Et d'ailleurs, je pense que c'était peut-être la chose à faire, parce que enfin, c'est tellement fort émotionnellement que il vaut mieux pas trop se poser de questions, je pense. Il faut faire ce qu'on sait faire, tout simplement. Et Edgar, quelques années plus tard, il n'y a pas si longtemps que ça, du coup, tu vas être nommé au Conservatoire de Paris. Donc, tu es probablement le plus jeune professeur de violoncelle jamais nommé à Paris, C'est possible, sûrement. à 28 ans. Ouais, 28 ans, ouais. En tout cas, c'est une mission que je prends très à cœur. Je me suis posé la question longtemps si j'avais envie d'enseigner, si j'avais le temps d'enseigner, si j'avais la légitimité d'enseigner aussi, parce que mine de rien, quand on est très jeune et quand on a un écart d'âge relativement proche avec ses propres étudiants, c'est aussi une question qu'on peut se poser, qu'on doit se poser. Le plus important, c'était je ne voulais pas enseigner pour enseigner. C'est-à-dire, je voulais pas juste que ça soit un titre et puis ne pas m'occuper réellement des étudiants. Je pense qu'on a une responsabilité quand on est prof, surtout quand on est prof dans un conservatoire supérieur, parce qu'on a des gens qui, a priori, vont se destiner, près ou de loin, en faire une bonne partie de leur vie. Donc c'est une sacrée responsabilité. C'est des gens qui sont à un âge de jonction souvent entre la fin des études scolaires classiques et puis un choix de vie, une direction de vie. Donc voilà, je me suis posé ces questions-là. J'ai commencé un peu à y penser forcément quand on a eu du temps pendant la crise du coronavirus. C'est des choses qui ont commencé un peu à germer dans mon esprit, déjà parce que j'ai été contacté par pas mal de personnes pour faire des cours sur Zoom, sur les plateformes. J'ai commencé à donner des cours sur Internet. Et ça m'a plu. Et puis bien sûr, c'était pas idéal, il n'y avait pas cette interaction sociale réelle qu'on a quand on est en présentiel, comme on dit aujourd'hui. J'avais depuis un peu plus d'une dizaine d'années très régulièrement donné des masterclass un peu partout dans le monde, mais voilà, des masterclass un peu isolées comme ça. Et c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Ça me plaisait d'un point de vue un peu individuel parce que je trouve que c'est un complément extraordinaire, humain et professionnel, sur ce que je fais déjà. C'est-à-dire que le métier un petit peu de soliste, c'est un métier relativement solitaire, c'est un métier relativement narcissique, c'est un métier où effectivement tout tourne autour de soi un peu tout le temps. Bien sûr, on donne, quand on fait de la musique de chambre avec d'autres, on donne au public, on donne... Mais il y a quand même cet aspect un peu solo. Et ce qui me plaisait quand je donnais cours, à chaque fois, c'était cette idée de transmettre, c'était cette idée de vraiment avoir un échange, de vraiment essayer d'aider l'autre à faire mieux, à faire plus grand, à faire plus beau, à faire différemment, de pouvoir avoir des vraies discussions, de pouvoir essayer d'allumer un petit peu des mèches par-ci par-là. Un jour, un professeur qui m'a précédé est parti du conservatoire. On m'a appelé pour me proposer de faire l'intérim et donc de prendre une classe de manière temporaire au Conservatoire de Paris. J'ai tout de suite dit oui. Je n'ai pas eu besoin d'avoir beaucoup de réflexion. Je pense que j'avais fait déjà cette réflexion un peu en amont, au cas où ça arriverait un jour. Et donc j'ai pu découvrir ce que c'est qu'un suivi. L'expérience que j'avais jusqu'alors était vraiment des choses très ponctuelles. Et donc là, j'avais vraiment un vrai suivi, etc. Et j'ai trouvé ça passionnant.
J'ai trouvé ça passionnant, bien sûr pour moi, mais je me suis aussi dit que, ayant eu un parcours relativement atypique et en même temps riche, j'avais potentiellement des choses aussi à apporter. Que finalement cette histoire d'âge, c'est potentiellement un indicateur, mais finalement le plus important, ça reste l'expérience qu'on a acquise. Et parfois en 10 ans, on peut faire plus qu'en 80 ans. Et puis l'expérience m'a plu, j'ai aimé enseigner, j'ai aimé partager, j'ai aimé proposer aussi une pédagogie peut-être un peu différente de ce qu'il y avait au conservatoire actuellement. Bien sûr, chaque professeur a ses spécificités, a son propre parcours, a ses propres richesses. Mais justement, comment dire, ce visage un peu plus jeune, un peu plus connecté avec la scène actuelle, j'ai l'impression aussi d'avoir une certaine légitimité par rapport à beaucoup de problématiques de l'insertion professionnelle, j'ai envie de dire. Le fait de jouer avec des orchestres fait que je suis au contact de beaucoup de musiciens d'orchestre. Alors, je suis bien entendu, je n'ai pas la connaissance des concours d'orchestre comme d'autres. Mais d'ailleurs, on forme aujourd'hui avec Cyril Lacroutz, mon assistant au Conservatoire de Paris, qui est donc violoncelle solo de l'Opéra de Paris, on forme je pense un bon binôme, parce que lui étant spécialiste justement de l'orchestre, il y a aussi tout cet aspect-là qui peut apprendre et avec lequel il peut communiquer avec nos étudiants. Donc l'aspect effectivement de la musique de chambre aussi, auquel je fais beaucoup de musique de chambre. J'ai toujours un petit peu fait autant presque de musique de chambre que de concerto, que de récital, etc. Donc j'ai un peu l'expérience des concours internationaux, l'expérience de la gestion, on parlait tout à l'heure de la gestion du stress, de la gestion des voyages, de la gestion de plein de choses aussi extra-musicales. Le bagage que j'ai acquis de tous mes merveilleux professeurs, donc relié un peu à une certaine jeunesse, à une certaine emprise, j'ai envie de dire, sur notre époque actuelle. Et donc c'est pour ça que j'ai tout de suite accepté cette mission. Et puis, à la fin de cette année d'intérim, il y a eu donc un concours de recrutement de professeurs que j'ai donc obtenu. Et donc j'ai commencé en septembre 2023, officiellement, ma première année au Conservatoire de Paris. Et je trouve que voilà, j'aurais quitté le conservatoire un peu moins de 10 ans, quitté le conservatoire en tant qu'étudiant en 2013 et j'y suis rentré officiellement en 2023 en tant que professeur. Et je suis heureux parce que c'est une maison qui m'a accompagné pendant toute ma scolarité et de retrouver ces locaux, cette belle maison, son histoire aussi. Je suis un fervent défenseur, ou en tout cas très fier de l'histoire de notre beau violoncelle français, de tous les professeurs qui sont passés par cette maison, de cette technique. Alors bien sûr qui aujourd'hui avec un monde qui bouge, avec les gens qui voyagent beaucoup plus facilement, qui prennent des masterclass, et je l'encourage d'ailleurs, cette histoire d'école qui commence un petit peu bien sûr à se fluidifier, on va dire, mais je pense qu'il y a quand même des racines, une identité de base qui reste et dont je pense faire partie des héritiers de par les professeurs que j'ai eus. Je suis très heureux de cette nouvelle ce nouveau chapitre un petit peu de ma vie artistique et j'espère que c'est un chapitre qui durera longtemps. Et ce qui est intéressant, c'est que tu parlais tout à l'heure du fait que du coup tu es plus proche de tes élèves aussi, de ton âge, mais de tes connexions au monde actuel. Et je trouve que ça se ressent aussi dans tes projets d'enregistrement. Tu n'as pas du tout enregistré concerto de Haydn classique, en faisant ta discographie petit à petit, tu as tout de suite brisé plein de barrières avec tes premiers CD. Tu peux nous en parler un petit peu du coup ? C'est vrai, et c'est une grande chance que j'ai, et d'ailleurs j'ai un peu entre guillemets déjoué les pronostics. Enfin, je me souviens très bien quand j'ai signé donc avec Erato, ma maison de disques actuelle encore, il y a 10 ans, j'ai Erato Warner Classics. Et je me souviens que beaucoup de gens me disaient « Oh là là, fais attention, tu pourras pas faire ce que tu veux ». Il y avait un petit peu ce truc-là. Et comme d'habitude, j'ai suivi un peu mon instinct. Et puis, j'ai signé avec eux. Et j'ai beaucoup de chance parce que j'ai toujours fait ce que je voulais. Parfois d'ailleurs au détriment de ventes, de projets. Donc j'ai commencé un peu en brisant les codes, en faisant un disque play qui est un disque de bis. Même la tête que tu as sur le disque, c'est pas classique du tout, quoi. C'est pas du tout classique, c'est vrai. C'est vrai, parce que c'était moi, en fait. C'était moi, j'avais 18 ans, c'était moi, quoi. J'avais 18 ans, j'avais envie de jouer des pièces de virtuosité avec du gel dans les cheveux, et c'était moi, j'étais comme ça. Et d'ailleurs, la trajectoire que j'ai prise, elle a fini par évoluer. Le dernier CD que je viens de sortir, c'est Weinberg du Tilleux,
Concerto de Dutilleux, Concerto de Weinberg, c'est un truc que 99% de maisons de disques ne signent pas. Parce que ça vend pas, parce que c'est pas. Mais parce que le Moi d'aujourd'hui avait envie d'enregistrer le Concerto de Weinberg, Concerto de Dutilleux, avec un des plus grands orchestres du monde, le WDR, donc l'orchestre de la radio de Cologne. Mais j'ai la chance d'avoir des gens qui me font confiance, et en fait, tous les projets que je fais, je les fais avec une véritable envie artistique. Et peut-être que dans quelques années, je reviendrai sur des choses un peu plus fun, etc. Mais il y a toujours eu cette envie un petit peu de passer de projet en projet et d'avoir envie de faire vraiment les choses parce que je les voulais. Et en fait, Alain Lanceron, qui est donc le patron de Warner Music France, et Rato, m'a toujours fait confiance. Et je lui dois beaucoup parce que c'est une vraie chance. C'est une vraie chance, c'est top. On ne sait pas combien de temps l'industrie du disque va encore exister parce qu'effectivement le monde bouge. Les contenus multimédia changent, les plateformes évoluent, donc je profite justement encore de ces moments de potentielles empreintes, réelles empreintes en tout cas de ce qu'on connaît du disque actuel, pour faire des projets qui me tiennent vraiment à cœur et les enregistrer avec vraie passion et avec voilà, véritable envie artistique. En tout cas, vraiment, ouais, un grand merci d'avoir partagé tout ça avec nous aujourd'hui. Merci à toi, Jeanne, c'était un super moment. Merci beaucoup. Et puis, quant à vous, si vous souhaitez réagir, poser des questions ou partager quelque chose en commentaire, n'hésitez pas, c'est juste en dessous de la vidéo. Et puis, Edgar ou moi serons ravis de vous répondre. Ciao à tous! J'ai été donc nominé, je ne sais pas comment on dit, bref. Nominé, c'est pas que pour la Starac. Je crois que c'est ça, mais comme c'est une émission de télé de ce dont on va parler, bon, je vais dire nommé, c'est très bien, non? C'est vrai que nominé, ça fait un peu télé-réalité, non? Ça fait